Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette dernière vidéo du cours de SIG réalisé en 2024 sur QGIS, nous allons voir comment réaliser une plaquette de présentation d'un bassin versant. Donc, nous prendrons ici l'exemple de la Livre et nous le présenterons sous trois aspects. Sous son aspect hypsométrique, lithologique et avec une orthophoto, nous présenterons rapidement son occupation du sol sans rentrer dans le détail. Enfin, nous ferons un carton pour localiser ce bassin versant dans le quart nord-est de la France. Évidemment, on n'oublie pas les prérequis qu'on a sur toutes les cartes avec le nord, l'échelle, la légende, le titre, potentiellement les sources et enfin, on peut aussi mettre l'auteur des cartes, même si c'est quelque chose auquel je ne suis pas très habitué. Voilà pour ce qui est de la présentation du TD. Maintenant, nous allons aller sur QGIS et réaliser notre bassin versant, puisque, comme vous le voyez ici, on va devoir l'utiliser sur toutes les cartes. Et pour des raisons pratiques, c'est quelque chose qui peut se réaliser très facilement avec un modèle numérique de terrain sur le logiciel Saga, qu'on peut également implémenter à QGIS. Mais donc pour des raisons pratiques et parce que on n'a qu'un seul bassin versant à traiter, eh bien nous allons le traiter à la main. Donc on revoit ça tout de suite sur QGIS. Donc nous revoilà sur QGIS. Nous allons dans un premier temps constituer notre base de données. Donc nous allons récupérer les MNT, donc les modèles numériques de terrain de la Marne. Donc pour ce faire, il faut aller sur Internet, marquer BDALTI GeoService, aller sur le GeoService ici et aller collecter la donnée de la Marne. À l'intérieur du dossier que vous avez téléchargé, vous allez pouvoir récupérer deux couches. La couche avec les modèles numériques de terrain au format ASC, donc .asc à la fin. Et vous allez pouvoir récupérer dans les données vecteurs, donc c'est dans les suppléments de livraison, le fichier qui s'appelle DAL. Ce fichier, il est très pratique parce qu'il vous permet de connaître le nom, donc si on prend ça, de chaque DAL qui est ici. Et donc plutôt que de les ouvrir une par une et de chercher la bonne dalle, eh bien vous allez sur le secteur qui vous intéresse, vous cliquez sur la dalle, vous récupérez son nom, et ensuite vous y ouvrez directement la bonne dalle. Puisque vous voulez également faire le bassin versant du cours d'eau de la Livre, eh bien c'est bien de savoir la localiser. Pour ce faire, il vous faut également télécharger la BD Topo, parce que vous pourrez y retrouver ici la couche qui s'appelle tronçon hydro. Et vous pourrez notamment retrouver dans cette couche la Livre. Donc ça, hop, on zoome dessus, on ouvre la table attributaire et on va aller chercher dans nos tronçons. Il y a quelque chose qui doit s'appeler nom. Nom du cours d'eau. Voilà. Et donc là, vous pouvez directement aller chercher la Livre comme ça. Donc si on cherche bien, on va tomber dessus. Mais vous pouvez aussi directement aller chercher grâce à une requête. Vous allez marquer donc chaîne de caractères nom, champ de valeur. Vous allez prendre le champ qui s'appelle nom cours d'eau. Voilà. Égal. Vous allez afficher 10 échantillons. Vous prenez le premier et vous remplacez entre les deux ici par la Livre. Et on sélectionne les entités. Aucune entité de sélectionnée. C'est probablement que c'est juste Livre. D'accord, super. La Livre, d'accord. Pas de majuscule, majuscule à Livre. Sélectionner les entités. Elles sont sélectionnées. Si on observe nos entités sélectionnées, ce sont celles-ci. Donc là, ça ne se voit pas très bien. On va aller chercher dans la symbologie. On va mettre nos cours d'eau en bleu
assez foncé. Voilà. On va un petit peu augmenter la largeur des cours d'eau. Et on va aussi le mettre sur un fond qui contraste en termes de couleur. On va même changer le fond des dalles. Et on va mettre une couleur plutôt voilà, qui tire sur le gris moyennement foncé. Donc la Live, c'est ce cours d'eau. On voit qu'il fait qu'il vient se jeter dans le cours d'eau ici qui est la Marne, canal latéral de la Marne. Donc j'ai mal cliqué. Voilà, la Marne. Donc c'est un affluent de rive droite de la Marne, hein, puisque la Marne s'écoule vers l'ouest, vers le centre du bassin parisien. Donc son bassin versant, puisque c'est ce cours d'eau-là, eh bien globalement vient chercher à peu près tout autour par ici. Et pour le tracer avec plus de précision, on va utiliser le modèle numérique de terrain. Donc là, on va devoir chercher ces deux dalles ici. Donc on va cliquer sur l'information sur la dalle là. Donc là, 775,69. 775,69. Et là, 750,69. Voilà. On va leur attribuer un système de coordonnées. Là, c'est vrai qu'il faut le savoir, mais ah bah non, c'est littéralement marqué là, Lambert 93. Donc on va bien leur associer le système de coordonnées Lambert 93. Voilà. On va sélectionner les deux couches, clic droit, grouper la section et on va l'appeler MNT 25 mètres. Voilà, comme ça on peut les traiter en une seule fois. Donc on pourrait très bien les fusionner. Hein, avec, je dis ça, mais en fait ça va être beaucoup plus pratique de les fusionner. Donc on va le fusionner. Donc vous allez dans Raster divers fusion. On sélectionne nos deux couches. On revient ici. On regarde dans les propriétés de la couche comment c'est codé. Flotte 64. Donc on va garder flotte 64. Hein. On va garder le même niveau de précision sur les chiffres à virgule. On va enregistrer vers un fichier donc dans notre base de données. Tac, tac, tac. Voilà, TD5 et raster. On va l'appeler MNT 25 mètres livre. Voilà, on va l'enregistrer et on va exécuter. Après quelques secondes, notre nouveau MNT est apparu. On va sélectionner nos deux couches, on va les supprimer. OK. On va sortir ça, on va supprimer le sous-groupe. On peut aussi supprimer la dalle. On peut lui préciser que on est bien sur du Lambert 93. Et maintenant, on peut rajouter une symbologie de façon à créer une carte qui soit une carte hypsométrique, hein, tout simplement. Donc on va aller dans la symbologie. On va utiliser l'outil palette valeur unique et on va classer. Donc ça va nous permettre de créer des classes relativement rapidement. Donc c'est pas le moyen le plus efficace, mais à mon avis, ça sera largement suffisant pour aujourd'hui. On va juste sélectionner première valeur. On va cliquer sur la deuxième, par exemple 62. On maintient la touche Maj du clavier. On clique et celle-là, ça sélectionne tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller de 60 à 90. Donc là, je déroule jusqu'à 90. Voilà, on a tout sélectionné. On fait un clic droit. Changer de couleur. On va aller chercher une couleur dans les tons plutôt clairs. Non,
Non, plutôt foncé, on va le mettre en nuance de noir, ça va être très bien. On va créer une classe par exemple, bon, donc à 0%. Donc là c'est en noir, c'est pour les fonds de vallée. Ensuite on va aller chercher de 90, donc 30 au-dessus, jusqu'à 120. Voilà, on fait un clic droit, on change la couleur et on va pareil remettre tout à fait en noir et cette fois-ci on va mettre 15%, donc ça serait une couleur un peu plus claire. Et ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'en bas avec notre 286 qui est notre altitude maximale dans notre secteur d'études. Donc ça je vais vous le passer, je vous reprends tout de suite. Et voilà, une fois qu'on est arrivé jusqu'à donc nos 90 aux alentours de 90% aux alentours de 270, puis 100% donc complètement blanc jusqu'à 286, on peut faire OK et on obtient une jolie carte hypsométrique. Voilà. On peut faire des classes différentes, des couleurs différentes. Ça, c'est un peu à vous de juger. On peut aussi un petit peu augmenter l'emprise. Hein. À mon avis, peut-être qu'on va être un peu court au nord. Ça sera à vous de voir. En réalité, le bassin versant va faire cette taille-là. Donc, ça peut suffire. Ça dépend à quel niveau de zoom vous décidez de faire vos cartes. Toujours est-il, on a notre carte hypsométrique avec nos valeurs qui donc sont extrêmement grandes. On pourrait reclasser l'intégralité des valeurs pour faire une carte plus rapidement, mais nous, on va mamailler directement dans la légende de façon à obtenir quelque chose qui va bien. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il faut des courbes de niveau. Donc là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter de nouveau notre couche. Où est-ce qu'elle se trouve? Je pense qu'elle est ici, mais il faut actualiser. Bon, on va aller regarder directement sa localisation. Source. Elle se trouve là. Donc on va faire CTRL-C. Voilà. On va aller ouvrir une nouvelle couche. Ici sur ce bouton-là. Voilà, on va aller chercher un raster. On va aller là. On va noter. Bon, on est directement dessus. On note dessus, on tombe dessus. Voilà. On ouvre et on fait ajouter. On a toujours notre couche, il faut toujours lui donner son bon système de coordonnées. Et là, pourquoi est-ce que je l'ai rajouté de nouveau? Parce que dans la symbologie, on peut faire autre chose. On peut ajouter des courbes de niveau. Donc des courbes de niveau tous les 10 mètres, par exemple, avec un intervalle principal tous les 25. Donc on va mettre tous les 5 et tous les 25. On va mettre des courbes qui vont être un petit peu plus grasses ici. Moi, je préfère les mettre dans des tons un peu marron. Comment obtenir un marron? Voilà. Voilà. Je reprends le code. CTRL-C. OK. Et donc, là, je vais les mettre dans le même marron. Voilà. OK. Je vais juste l'éclaircir un tout petit peu. Voilà. OK. Et maintenant, on peut cliquer sur OK et obtenir nos cartes avec des isolignes. Les isolignes, elles sont là uniquement pour tracer le bassin versant. On les enlèvera ensuite sur notre représentation cartographique. Et donc là, on va créer dans notre base de données, dans nos données vecteurs, un fichier qui va s'appeler en shapefile. Donc on peut carrément créer un répertoire si on veut garder l'arborescence. Voilà. Après, c'est libre à vous si vous voulez que vos données soient bien triées. On va créer un truc qui va s'appeler BV livre. On va créer une géométrie polygone et on va mettre un nom. Non. On mettra livre. On ajoute le champ et on fait OK. On va également faire une sélection de la livre et ses affluents. Donc là, on l'a repéré juste avant, c'est cette zone-là. Donc pour éviter de faire une sélection qui serait un peu
parce que là, il y a la livre, mais on a aussi ces axes fluents ici. Pour éviter de faire des sélections avec des requêtes SQL très compliquées, on va simplement utiliser l'outil de sélection qui se trouve... Normalement, on a un outil de sélection. Ah, c'est parce que je clique pas sur la couche. Oui. Donc, on va sélectionner l'entité à main levée. Voilà. On va cliquer une fois, ça nous active le truc. Et là, on va faire le tour du bassin versant globalement. Peut-être que ça en fait partie, peut-être pas. Donc, on va pas le sélectionner. Alors, on va sélectionner ce qui est à minima dans le bassin versant et ce qu'on est certain qu'il le soit. On peut aussi cliquer sur ça. Donc, on se rend compte que ça fait effectivement partie du bassin versant. Ça n'en fait pas partie. Donc, on va aller... On peut mettre les isolignes. Voilà, on voit que la limite de bassin versant, elle passe sur la ligne de crête ici. Et qu'elle repasse par là. Donc, cette ligne-là, un peu bizarre parce qu'elle traverse, alors qu'en réalité, notre interfluve de bassin versant, il est ici. Donc, on va simplement venir sélectionner ça, pas ça. Donc, on désélectionne tout. On va, hop, voilà, comme ça. Comme ça. Ça, on ne sélectionne pas. On maintient mage et on clique. On maintient mage, on clique. On maintient mage, on clique. Voilà. Normalement, là, on a sélectionné l'intégralité des cours d'eau sur notre bassin versant. Ici, notre ligne de crête, elle va chercher au maximum par ici. Donc, on va aller tac, tac. On suit la ligne de crête. On passe ici. Donc ça, je maintiens mage. On le sélectionne également. On fait le tour. On continue sur nos lignes de crête. Donc je ne rentre pas dans le détail de comment tracer ce bassin versant, puisque normalement ça a été vu dans vos autres cours, notamment en hydrologie. Voilà. Et ensuite on va repasser par là. On va repasser sur le bout. On a une ligne de crête qui est ici. Et on va revenir jusqu'en bas de notre bassin versant. Très bien. Maintenant, on va venir exporter notre sélection, les entités sélectionnées, et on va l'exporter vers notre dossier, vers nos shapefiles, donc données vecteurs, je veux dire. On va créer un truc qui va s'appeler livre AF, donc livre et ses affluents en shapefile. On fait OK. On peut désélectionner tronçon. Et maintenant, on va pouvoir tracer, grâce à l'ensemble de ces données, notre bassin versant. Donc on va ajouter notre bassin versant qu'on a créé tout à l'heure. On va activer la session de mise à jour et débuter le tracé. Donc là, vous vous basez sur les indications que je vous ai données précédemment. Par exemple, moi je trouve que c'est un peu trop sombre, ça ne me permet pas de bien voir. C'est parce que j'ai mal choisi ma couleur de la livre. Voilà, on va aller prendre un bleu un cheveu plus clair, voilà. Et on va, comme tout à l'heure, grossir un peu le trait ici. Voilà. On peut afficher les autres tronçons dans une autre couleur. Ok. Et on va le mettre plus fin. Voilà. Comme ça, on arrive à bien se repérer. Donc, notre bassin versant commence à l'exutoire. On va aller chercher l'interfluve ici et l'interfluve là. Donc, on va venir placer au niveau de l'an la jonction entre la Marne et la Velle. Notre premier point. Ensuite, on va venir chercher une courbure vers ici. Voilà. On va suivre la ligne de crête. On va toujours suivre notre ligne de crête.
Prime de crête, elle va aller monter par ici. On va monter par là. Donc on pourra toujours modifier légèrement notre bassin versant a posteriori. Par exemple, là, je suis pas très content, j'aurais voulu passer par ici. Je vais le placer et je corrigerai ça après. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais arrêter la vidéo quelques secondes. Donc quand on arrive au dernier point, on fait un clic droit. Cette fenêtre apparaît. Mais ID1, non, livre. Même là, livre. Voilà. On fait OK. Et le bassin de la livre est créé. Donc évidemment, si on a fait certaines petites erreurs, on peut revoir des sommets. Hop là. Donc avec ces outils-là qui s'appellent outils de sommet. Donc on peut venir recliquer, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas très satisfait de ce point-là. Je clique une fois dessus, je le ramène là, celui-ci par ici. Et là, j'ai un bassin versant qui me convient un peu mieux. Évidemment, on pourrait faire pas mal de modifications pour qu'il soit vraiment bien. À partir de là, on quitte et on enregistre. Enfin, on enregistre, on quitte. Et on va pouvoir faire des petits calculs. Donc, on va ajouter des colonnes pour faire des calculs de surface, de périmètre et pour calculer un indice de Gravellus. Donc évidemment, là sur un seul bassin versant, c'est un peu trivial, mais si vous aviez plusieurs bassins versants, et ben, ça serait intéressant de le faire. Là, ça peut d'ailleurs toujours être intéressant, même si vous travaillez que sur un bassin versant. Donc on va utiliser ici l'outil qui s'appelle ouvrir la calculatrice de champ, donc la calculatrice de champ. On va venir mettre un jour, non, on va créer un nouveau champ. On va appeler ce champ surf pour surface. On va mettre des nombres décimaux. Et on va aller chercher la commande area. Donc c'est la première commande ici, donc dans géométrie. Donc en réalité, si on va chercher dans nos différentes couches, enfin dans nos différentes fenêtres, on peut aller dans géométrie. Et on va retrouver tout un tas de consignes qui permettent de calculer tout un tas de choses, et notamment deux qui vont nous intéresser. C'est la consigne area, qui permet de renvoyer la surface. On double-clique, on fait OK, et là on a créé un champ area. On refait la même chose pour ajouter le périmètre. Donc là on va mettre perimeters, voilà, avec un super accent. On double-clique dessus pour ajouter la consigne. On rajoute un champ péri pour périmètre, toujours en décimale. On fait OK et on a créé du coup notre surface en mètres carrés et nos périmètres en mètres. Idéalement, j'aurais pu mettre surface M2 et périmètre M. Comme ça, au moins, on aurait su l'unité. Maintenant, on va faire l'indice de Gravellus. Donc pour ça, on va ajouter un nouveau champ ici qu'on va appeler gravé. On va le mettre en décimale également. Et on va venir rentrer la formule, donc qui est 0,28 fois, entre parenthèses périmètre. Donc là, on va aller chercher notre champ périmètre. Donc on pourrait directement recopier la valeur, mais imaginons qu'on veut le faire sur une grande colonne où il y a plein d'unités. Ça ne devient pas très intéressant. Donc on va aller chercher champ et valeur. On va sélectionner le périmètre et on va le diviser par la racine carrée de la surface. Donc c'est, on va marquer racine, normalement, voilà, square, racine carrée, et on va aller chercher maintenant la consigne, enfin la chaîne qui s'appelle surface. Normalement, là on ferme les premières parenthèses, on ferme la deuxième parenthèse, et normalement, si on fait OK, ça doit fonctionner. J'ai oublié, non, j'ai rien oublié. Expression invalide. Est-ce que c'est peut-être le fois? On va aller dans opérateur. Le fois, c'est celui-là, donc non, ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de... Ah, c'est peut-être la virgule.
Oui, c'était la virgule qui posait problème. Donc c'est 0,28, ça s'écrit 0,28. On fait OK. Et là, on a calculé notre indice de Gravellus. Donc après, à vous de l'interpréter. Je vous montre ça, c'est pour faire des statistiques et c'est aussi parce que vous pouvez vous en utiliser évidemment dans d'autres matières. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc on va enregistrer et on va quitter. À partir de là, eh bien, on peut faire la mise en page de la première carte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer toutes les couches pour toutes les cartes et ensuite d'aller dans la mise en page et ensuite de faire la première carte, la bloquer, faire la deuxième carte, la bloquer, faire la troisième carte, la bloquer et faire la quatrième carte et la bloquer. Comme ça, vous n'aurez aucune surprise et vous dites pas à la fin, ah en fait, ça aurait été peut-être mieux si j'avais mis telle couche ou si j'avais fait apparaître les étiquettes de ça ou ci ou ça ou machin. Vous avez toutes vos couches et vous pouvez déjà visualiser vos cartes avant même de les terminer. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? On va regarder les autres cartes parce que là, normalement, à partir de ça, on enregistre. On va mettre ça, par exemple, avec un contour simple, un peu plus épais, en rouge. Ok. Ah, j'ai laissé un fond blanc. Donc le fond, on va le mettre en transparent. Voilà. On a les cours d'eau de les livres. On enlève les tronçons hydrographiques. Ou à la limite, on peut juste laisser la Velle et la Marne. Donc on va aller faire une petite étiquette rapidement. Donc je vous le remontre au cas où. Étiquette. Étiquette sur règle. On ajoute... en fait non, pas besoin. On va faire une symbologie sur règle. Ensemble de règles. Et on va juste faire apparaître donc étiquette, on va l'appeler Marne-Velle. Et dans le filtre, on va écrire une règle qui nous fait apparaître uniquement que la Marne et la Velle. Donc on va aller dans champ de valeur. On va lui dire d'aller chercher dans nom de cours d'eau les cours d'eau qui ont une valeur égale. Donc là, on va faire apparaître 10 échantillons. Et là, on va mettre la Marne. J'espère que c'est comme ça. On va aller chercher les opérateurs. On va mettre ou parce qu'on veut que ça soit l'un ou l'autre. Ou on va recopier l'expression. CTRL V et on va mettre la Velle. Évidemment, le mieux est d'aller vérifier dans le fichier comment c'est écrit, mais il me semble que c'est comme ça, donc je vais directement le faire. On fait OK. On décoche ça. Ça, on va le mettre en épais, donc en bleu, et en épaisseur 0,6. Voilà. Ah, quel dommage. Je l'ai fait sur la mauvaise couche. Donc, pas très compliqué. On va venir copier là. On copie notre valeur. CTRL C. Pour le moment, je le laisse comme ça. On va dans tronçon hydrographique. On refait avec règle. On ajoute une règle. On recolle notre filtre. On l'appelle Marne-Velle. Voilà. On décoche ça. On va mettre un symbole. Un symbole avec... directement aller le modifier. Ah oui. Ici, on va mettre voilà, du bleu clair. Super. On va le mettre en 0,6. Voilà. On fait OK. Là, normalement, on a bien la Marne et la Velle. Quand on va ajouter les étiquettes, donc ça, on va le supprimer. Et quand on va ajouter les étiquettes, normalement, elles vont s'imposer directement sur les bons cours d'eau. Voilà, la Velle, la Marne. Après, on a toujours le problème de la récurrence des étiquettes. Vous connaissez deux solutions.
La première, c'est soit de fusionner, donc d'extraire la marne et la velle, de les fusionner, et ensuite vous n'aurez plus qu'une étiquette. Et sinon, à l'intérieur de ces menus-là, normalement, vous avez de quoi faire en sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois. Évidemment, bleu, italique, petit fond blanc, ou pas, ça c'est à votre choix, mais par contre bleu, italique, ça c'est obligatoire pour les noms de cours d'eau. Et on va remettre nos affluents de la rive, de la livre. Donc on va mettre pas d'étiquette et on va remettre une symbologie unique. À la limite, on peut catégoriser, on peut aller chercher uniquement les cours d'eau pérennes. Donc il y a un truc qui doit s'appeler comment ça s'appelle? Sens d'écoulement, origine, ordre, numéro. Persistance. Classé. Donc là, on aura les cours d'eau intermittents, les cours d'eau permanents et les autres. On va supprimer tous ceux qui ne sont pas permanents. On met un beau bleu. Voilà, ce bleu-là, je l'aime bien. On le met avec un plus gros diamètre. Voilà, en 1. OK, OK. Et là, on a les cours d'eau permanents de la livre. Le bassin versant de la livre. On décoche ça et on a notre carte hypsométrique. Attendez. Voilà, on a notre carte hypsométrique qui est prête à être produite. Alors évidemment, il faudra trouver un petit endroit sur notre mise en page pour marquer l'indice de Gravellus associé à notre bassin versant. Concernant maintenant notre carte, on a donc vu l'hypsométrie. L'orthophoto, je ne vous explique pas. Hein. Vous allez faire un screenshot d'une zone qui vous convient sur le géoportail. Vous géoréférencez en relatif ou en absolu. Donc avec la BD Topo, vous pouvez utiliser les routes ou les cours d'eau pour vous localiser. Vous pouvez aussi géoréférencer en absolu, hein, c'est que 4 points, enfin 5 points, ça c'est rapide à faire aussi. Pour la carte de localisation, il faudra veiller à bien télécharger les départements, les régions et à mettre le bassin de la livre. Donc l'idée est de faire une superposition et de faire en sorte de centrer cette carte-là par rapport à ces cartes-là, et surtout de mettre un indicateur d'emprise de cette carte-là sur cette carte-là. Donc on reviendra tout à l'heure là-dessus, parce que ça c'est peut-être un point un peu délicat. Concernant tout de suite la carte de lithologie, eh bien la première chose à faire est d'aller télécharger les données permettant de faire cette carte. Donc on va aller sur le site du BRGM, on va mettre BD Charm, c'est le nom de la couche géologique, BD Charm 50 pour être précis. Et vous voyez ici, on vous propose téléchargement des cartes géologiques départementales à 1 pour 50 000, donc la BD Charm 50. Donc ici, il faut que vous remplissiez votre nom, votre prénom, l'intégralité de ces choses-là. Donc vous allez mettre étudiant ici, vous allez mettre Urcala, votre adresse universitaire. Vous allez expliquer que c'est dans le cadre d'un TD, parce qu'en fait, ça, il faut bien le remplir, parce que ça leur permet de faire des statistiques. Ensuite, vous allez demander les données de la Marne, donc du 51, décidément. Voilà. Vous rentrez le petit QR code là, enfin vous avez compris, et vous mettez soumettre, et à ce moment-là, vous pourrez accéder à une interface de téléchargement. Moi, évidemment, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais aller directement l'ouvrir dans ma base de données. Donc, on va dans QGIS. On va regarder dans notre base de données vecteur. On retrouve évidemment notre fichier géol qu'on a ajouté entre deux. Et vous avez un certain nombre de shapefiles. Je vous recommande de les regarder un par un pour vous familiariser avec. Mais nous, celui dont on va avoir besoin, normalement, c'est l'avant-dernier, c'est le SFGeol. Exactement. Donc là, automatiquement, on a la symbologie qui se met en place, même si elle n'est pas tout à fait complète. Et bon,
la première chose qu'on peut faire, c'est la compléter hein, sur les entités voilà, qui ne s'affichent pas correctement. Hop, si on fait un petit zoom ici, qu'on clique sur cette couche-là, eh bien c'est la couche, d'accord, il y a le bassin de la livre qui passe devant, on le décoche. Voilà, c'est la couche sable, grès, conglomérat et Eocène, et c'est le code, la notation E4B. Donc on peut aller chercher directement E4B. Voilà, mettre un petit figuré, c'est un figuré comme ça normalement, un peu orangé. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est à peu près le figuré de la carte géologique. Évidemment, on a notre... tac. Et voilà, là c'est plus joli. Et globalement sur notre secteur d'études, hein, qui correspond à notre bassin de la livre, là on verra à peu près tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc faut bien hiérarchiser les couches de façon à créer un ensemble cohérent, évidemment. Et il faudra faire en sorte de mettre une légende uniquement sur les couches qui sont présentées là. Donc initialement, je vous ai parlé de lithologie. Là, c'est plutôt la géologie, hein, puisqu'on a vraiment les différents faciès d'alluvions, de limons, etc. Donc, soit vous le gardez tel quel et ça va, mais si vous voulez faire vraiment mieux, eh bien l'idéal c'est de catégoriser et on va chercher description. Voilà, on peut les classer. On obtient l'ensemble des descriptions. Et ben, par exemple, là, on pourra aller rejoindre tous les sables ensemble parce qu'on considère que c'est une formation qui a une lithologie homologue, toutes les mares d'ensemble, toutes les formations superficielles, toutes les craies, tous les calcaires, toutes les argiles, tous les alluvions, etc. Et proposer une géologie avec quand même un code couleur un peu proche de celui-ci hein, pour que ce soit visuellement agréable. Voilà, pour notre cartographie. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire pour la lithologie? Non. On va donc maintenant passer à la carte de localisation. Pour cette dernière, vous aurez besoin des départements et des régions. Donc ça, vous allez le retrouver dans la base de données Admin Express qui est disponible sur le GeoService. Donc j'ai marqué ça, j'ai trouvé ça en premier lien. Et j'étais directement dans Admin Express, édition 2024, par territoire France métropolitaine. Donc on va cliquer dessus, hein. On arrive bien là-dessus. On le télécharge et dedans, on récupère les fichiers des régions et des départements qui nous intéressent. On retourne sur notre carte. Hop, ça, on peut remballer. Et on va rajouter, donc là, l'idée, on peut même décocher ça. L'idée, c'est juste de voir notre bassin versant. Donc, on va aller mettre à jour nos données vecteurs. On a un truc qui s'appelle admin, comme par hasard. Département et région. Donc, l'idée est de voir les deux. Donc, on va mettre nos contours de région en gris. Tac. Hop. On va par exemple ça mettre complètement transparent. On veut pas de couleur. Par contre, on va un contour. Voilà, un gris un peu foncé, avec des lignes assez épaisses. Voilà, ok. Voilà, on voit bien nos régions. Idéalement, ça serait même mieux d'avoir quelque chose en fait avec des règles et de faire un filtre avec champ de valeur. Non. Chaîne de caractères. Non, si c'est bien champ de valeur. Non. Égal échantillon de 10. Grand test. OK. Donc là, on va mettre grand test. Ça, on va le supprimer. On va rajouter un autre qu'on va appeler autre. Et on va aller faire le test. On va aller faire ça. Et on va aller mettre... à chaque fois, je me trompe. Champ de valeur, non.
Et on va mettre différents 2. Donc, qui doit être dans opérateur. Et ça va être celui-ci, il me semble. Opérateur compare deux valeurs et renvoie 1 si elles ne sont pas égales. Non. It's not. On renvoie true. Bon, on va essayer ça, mais je suis pas certain que ce soit ça. On va essayer. Ajouter échantillon. Is not grand test. Voilà. On verra bien si ça fonctionne. Bah, de toute façon, on va directement faire OK. OK, bon, ça a l'air pas mal en fait. Donc on ne s'est pas trompé. On le met en gris juste pour voir. Nickel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est autre, le mettre en niveau de gris avec voilà, un contour assez fin. Impeccable. Et notre grand test, le mettre avec un contour en rouge, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Nos départements, bah, du coup, on a les départements de la région Grand Est. On peut faire une règle aussi pour mettre la Marne en valeur. Donc, on peut mettre ça, c'est plutôt une bonne idée, avec un gris beaucoup plus clair. Voilà, quelque chose comme ça. Avec, du coup, une ligne... voilà, une ligne sur le côté plus foncé. Ça donnerait quelque chose de comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc on va garder cette symbologie-là pour les autres et pour un autre, on va mettre des règles. On ajoute 2 règles. Bon, celui-ci, on va lui mettre une règle, décidément. Et on va mettre champ de valeur non. Hop, on va chercher. On va mettre tout, de toute façon, on n'en a pas une tonne. Ah oui, bah je suis bête, il les met tous du coup. Marne. Mince. Marne. Hop. Et entre les deux, on va mettre is not Marne. Opérateur is not Marne. OK. Pas la Marne. Et là, pour la Marne, on va mettre quelque chose d'un peu coloré. Déjà, on va mettre Marne. On va rajouter nom égal Marne. Voilà. OK. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Et pour notre bassin de la livre, après il faudra harmoniser sur toutes les cartes, mais j'aimerais bien mettre quelque chose. On va mettre le trait encore un peu plus grossier, on va le mettre à 1 et on va chercher quelque chose qui se verra bien sur toutes les cartes du vert. Je pense que c'est pas mal du vert. Voilà. De là, c'est là où ça va être un petit peu technique. On va passer dans la mise en page. Donc on va faire une nouvelle mise en page. Donc là, je vais vous donner quelques conseils parce que c'est des choses que j'estime qu'on n'a pas encore vues. Mais par contre, l'ensemble de la mise en page, c'est surtout vous qui allez la réaliser. Donc on va appeler ça TD5. Après, vous pouvez l'appeler bassin de la livre, tout ça. Ça, c'est libre à vous. Donc je vous reprends dans 2 secondes quand j'ai un petit peu mis en place mon espace de travail. Donc voilà, j'ai mis un certain nombre de guides de façon à me créer des espaces. Donc avec un espace de titre qui va être ici. Un espace de légende qui va être ici. Hop, j'ai oublié un petit guide. Voilà, s'ajouter, c'était celui-ci, de façon à me définir des espaces qui vont faire pile poil. Ici 9 cm sur 9 cm. Donc on peut le vérifier en ajoutant bêtement une carte. Hop. Cette carte-là, si on va dans taille position, eh bien elles font bien 90 par 90.
elles sont ancrées en 10 et en 30 parce qu'elles sont ancrées en haut à gauche. Donc ici en haut à gauche. Donc là on est toujours à 90 tout pile, 10, 125, 110, 125 et 30, 90. Voilà. On pourrait commencer par exemple par cette carte-là, lui mettre une échelle où on va zoomer davantage pour être sur le bassin de la Livre. Donc on va aller chercher une échelle du type 5. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc là, on a 5 millions. Donc on va aller chercher. Donc on va déjà l'emmener comme ça. Ça m'a l'air pas su. Oh, quoique. J'ai même peut-être qu'on dézoome un peu pour avoir vraiment le quart nord-est de la France. Voilà. Ça, c'est pas mal. En plus, on arrive bien à localiser l'ensemble de nos structures. À ce moment-là, on pense bien sur notre carte 1 à verrouiller la carte, mais aussi dans les propriétés de l'objet, à verrouiller les couches et les symboles. De cette manière, cette carte-là va plus du tout bouger, sauf si on utilise évidemment nos petits curseurs là. Et d'ailleurs, ça va être l'idée. L'idée, ça va être de... on va sûrement la bouger encore un petit peu, mais pas beaucoup. Ça va être d'aller zoomer. On va mettre en place notre carte hypsométrique. On garde ça en vert. On décoche ça, on décoche ça. On met notre hypsométrie, oui. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose sur ma carte hypso? On va se référer à notre petit point côté. Ah, j'ai oublié les points côtés. Bon, bah ça, vous visez les endroits les plus hauts. Vous créez un fichier de points. Vous le mettez. Quand vous pointez un point sur le raster, ça vous donne son altitude. Et vous cherchez globalement les points les plus hauts grâce aux isolignes. Donc on sait que dans ce secteur-là, on va avoir des points hauts. Dans ce secteur-là, on va avoir des points hauts. Dans ce secteur-là, on va avoir des points hauts. Et évidemment, vous mettez aussi des points côtés en bas. Donc par exemple ici, vous allez chercher l'endroit où les deux cours d'eau se rejoignent, 68 mètres. L'endroit où le point le plus haut, c'est globalement par ici. On va être 285. On doit avoir du 287 un peu plus haut. Voilà, après, vous pouvez discriminer un peu plus. Vous mettez un point là, un point là, un point là. Donc un point sur chaque plateau. Le point le plus haut de chaque plateau. Vous voyez, il y a 3 plateaux qui se dessinent. Et un point au niveau de la confluence. Donc le point le plus bas du bassin versant. Voilà, je vais retrouver ces 4 points-là. Ça, je vous explique pas comment faire. Donc globalement, nous, pour notre carte, vu qu'on n'a pas les points côtés, on va juste se contenter de l'hypsométrie et de ça. On va zoomer sur notre bassin versant. Voilà, nickel. On va retourner dans notre mise en page. Et on va ajouter cette carte-là en haut à gauche. Super. On va davantage zoomer. Donc là, on a 260 000. On va tenter 200 000. Voilà, le zoom de 200 000 a l'air vraiment pas mal. J'utilise pas loin, ça va être pas pratique. À mon avis, ça serait intéressant de voir également notre Marne et notre Vesle avec leurs étiquettes qu'il faudra bien rajouter et nos affluents de la Livre. Donc on retourne ici. Hop. Voilà. Donc on a la Marne, la Livre, donc les rivières du bassin de la Livre, et le bassin de la Livre, l'hypsométrie. Et ensuite, on va rajouter des cartes successives comme ça, avec des zooms à chaque fois pour chaque, enfin pas des zooms avec le même zoom et la même emprise. Donc je vous rappelle la dernière fois, CTRL-C, CTRL-V. On met la deuxième carte. Celle-ci,
C'est notre carte de 2. On la bloque de partout. Voilà. Des couches et des machins. Et on retourne ici. Et on va faire... par exemple, la carte avec la géole, même si je ne l'ai pas tout à fait modifiée. On peut juste décocher l'hypsométrie. Voilà, donc on met la même, avec les mêmes points de repère. On retourne ici. On zoome, on dézoome. C'est juste pour mettre à jour ici. Hein. Donc j'aurais bien au préalable, une fois que j'aurais fait ma symbologie, bloqué, enfin pas ma symbologie, ma légende, j'aurais annulé la mise à jour, sinon elle va tout le temps se remettre à jour. Donc évidemment là je ne l'ai pas simplifié comme je l'ai fait dans la légende. Voilà, vous faites l'ensemble de votre carte, vous mettez un titre bien en gras, bien en haut, vous rajoutez quelque part l'indice de Gravellus, vous pouvez le rajouter ici, vous avez de la place. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre d'ailleurs, là vous pouvez aller chercher jusqu'en bas, regrossir, bien centré, etc. Là, on va se contenter de cette petite patate verte pour localiser notre bassin versant, parce que finalement, ça sera assez compliqué de mettre un petit carré rouge de la même taille. Mais si par exemple, donc là je digresse, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais si par exemple, je vous demandais de me faire un zoom sur la Marne, non, je préfère utiliser les zooms comme ça. Là, on est sur une échelle, sur notre carte ici, on est sur une échelle de 1 pour 200 000. Si on se mettait sur notre carte ici et qu'on se mettait 1 pour 400 000, qu'on allait chercher d'accord, oui. Là, du coup, je l'ai complètement bloqué. Voilà, je l'ai débloqué. Mais je n'ai pas débloqué la symbologie hein, pour éviter que ça me foute tout en l'air. Voilà, et je centrais sur mon bassin ici. Donc, je pourrais, par exemple, cliquer sur ma carte. Oh, j'ai fait une erreur. Bon, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Voilà, je clique sur ma carte numéro 2. Non, sur ma carte. Voilà, celle qui est en surbrillant, celle-ci. Donc, on va l'appeler carte 3. Sinon, après, on va se perdre. On va l'appeler carte 2. Et celle-ci, on va l'appeler carte 3, non, carte 4, et celle-ci, carte 1. Voilà, comme ça, on est dans un sens logique. Merde, ça, c'est la 2. Ok, ça, c'est la carte 1. Voilà, comme ça, on se repère. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est sur notre carte 1, on va importer notre emprise et fixer l'emprise de la carte pour qu'elle corresponde à l'emprise du canevas principal. Non. Voir l'emprise de la carte sur le canevas principal, ça oui. Et régler l'échelle de la carte pour qu'elle corresponde, non. On veut régler le canevas, voilà. Comme ça, notre carte 2, on a fait une petite... vous voyez, tout à l'heure, on l'a un petit peu bougé en faisant un truc mince. En faisant ça, voilà, elle était plus au bon endroit, donc on était embêté. Donc là, c'est facile, puisqu'on a bougé le canevas en fonction de ça. Et bien là, on va fixer l'emprise de la carte en fonction du canevas. Et régler l'échelle de la carte pour qu'elle corresponde à celle du canevas principal. Voilà. Là, on est exactement sur les mêmes. Et puisque j'aimerais bien centrer de la même manière autour de mon bassin versant ma zone d'étude, eh bien là, je vais aller sélectionner ma carte numéro 4. Je vais faire la même chose. Je vais fixer l'emprise de la carte pour qu'elle corresponde à l'emprise de la carte principale. Voilà. Et je vais aussi mettre le même zoom. Voilà. Et de là, je vais dézoomer. Donc, je vais passer par exemple à 800 000. Ouais, je vais mettre 4... Non, 800 000, c'est mieux. Voilà.
Donc, comme ça, on va voir un bout de la Marne et des autres régions autour. Et là, c'est assez simple assez simple. Vous allez voir, c'est quand même pas limpide. Mais si je veux montrer l'emprise de cette carte-là sur cette carte-là, on est passé d'une échelle de 200 000 à 800 000, c'est-à-dire qu'on est 4 fois plus petit. Ça veut dire que je suis centré au milieu, donc autour. Donc là, si on regarde la taille de notre carte, elle vaut pour 9 en largeur, enfin 90 mm en largeur, 90 mm en hauteur. Donc c'est ça la localisation en X et en Y par rapport au point en haut à gauche. Donc là, on va juste modifier pour le mettre par rapport au centre. Et donc c'est-à-dire que par rapport à ce centre-là, il va falloir que je place en fait un carré. Je vais découper ma zone en fait de manière à avoir 4 zones. Et je sais que la taille d'une de ces zones sera la taille qui doit être centrée ici. Donc, si j'ai un grand carré de 90 mm sur 90 mm et que je coupe en deux, ça me fait 45 mm sur 45 mm. Donc en fait, je l'ai découpé en deux, mais je l'ai découpé en 4. C'est pour ça que j'ai changé d'un facteur de 4 mon échelle. Je vais avoir un carré qui est 4 fois plus petit. Donc c'est-à-dire qu'autour de cette valeur-là, je vais devoir aller à 22,5 d'un côté, à 22,5 de l'autre, à 22,5 en dessous et à 22,5 au-dessus. Si je veux faire la moitié de 45. Voilà. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Le mieux c'est de mettre des guides. Donc hop, je vais reprendre les valeurs parce que là je m'en souviens déjà plus. Donc on est à notre carré, il est placé au niveau de son centre aux coordonnées x égale 155 et y égale 170. Donc je vais mettre des repères à 155 moins 22,5, 155 plus 22,5, etc., etc. Donc je reprends quand c'est fait. Donc voilà, j'ai rajouté mes différents repères. Et donc dans ce cas précis, j'ai mes repères donc à moins 22,5 plus 22,5. De la même manière ici, moins 22,5 plus 22,5 en X et en Y. Ça me permet de définir la zone. Et donc cette zone-là correspond à cette grande zone-là. Et donc on peut par exemple ajouter manuellement des cadres rouges. Donc on va ajouter un rectangle. On va l'ajouter sur cette zone-là. Ce rectangle, on va l'appeler emprise. Hop, un grand E. On va, dans ses propriétés, le mettre en transparent et avec des bordures rouges. Non. Ça. Transparent. Voilà. Des bordures rouges et un trait assez large. Je pense que j'ai un problème avec la transparence. Voilà. Donc rouge, c'est plutôt mal choisi puisque j'ai déjà mis un contour en rouge. On va le mettre. Hop, on va les... Décidément, couleur du remplissage, aucune. Couleur du trait rouge. Pourquoi il m'embête? Voilà. Décidément. Voilà.
On laisse bien apparaître. On va dans le style. On va aller cliquer ici. Et là, on va faire disparaître le remplissage. Voilà. Comme ça, on n'a plus le problème. Et pour le contour, on va le mettre en rose. Voilà. Et de la même manière, il faudra mettre un rectangle rose. Donc, je pense que je peux le dupliquer. Copier l'objet. Coller l'objet. Voilà. Pour le mettre sur chaque coin. De façon à bien montrer. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Voilà. De façon à bien montrer que l'emprise du petit carré est égale à l'emprise des grands carrés autour. Voilà. Donc ça, je vous l'explique parce que vous en aurez peut-être besoin, notamment dans le prochain TD. Mais là, pour l'exercice d'aujourd'hui, puisqu'on met les mêmes zooms sur les 4 cartes, enfin, qu'il y en a qui va être beaucoup moins zoomé, en l'occurrence celle-ci, là, on va se retrouver plutôt sur des échelles de 6 millions. Ça devient plus super pertinent. Voilà, si on devait le réduire de façon à ce qu'il soit vraiment dans ce coin et tout, ça serait pas top. Mais voilà, j'espère que ces petits tips vous aideront pour vos cartographies. Et voilà, j'attends vos productions.